Bonsoir, mesdames et messieurs. Le climat de notre planète se transforme. Avec l'accumulation des gaz à effet de serre, le temps se réchauffe. Ce soir, nous consacrons toute notre émission à ce phénomène qui inquiète de plus en plus les scientifiques, car il annonce des bouleversements dont on a déjà commencé à subir les premiers soubresauts. Octobre 98. L'Amérique centrale a reçu en 4 jours toute la pluie que normalement elle reçoit en 6 ans. 30 000 personnes ont disparu dans les inondations et les glissements de terrain. En Amérique, la pire tempête de l'histoire. Certains secteurs ont reçu 6 fois plus d'eau que la région du Saguenay lors de notre fameux déluge. La tendance est claire. Depuis un siècle, les pluies très fortes deviennent de plus en plus fréquentes en Amérique du Nord. Janvier 98. Le Québec a connu sa pire tempête de verglas. Pendant des semaines, des villes entières ont été plongées dans le noir, sans chauffage. Donc 1 300 000 foyers. Tout cela parce qu'il a fait un peu trop chaud. 1 degré plus bas, tout serait tombé en neige. Personne ne s'en souviendrait. Les années 95 à 97 sont les plus chaudes qu'on ait mesurées sur la planète. Été 98. Les États-Unis ont connu une vague de chaleur exceptionnelle. Pendant plus d'1 mois, au Texas, le mercure n'est jamais descendu à moins de 30 degrés Celsius, même la nuit. Des centaines de personnes sont mortes. Les agriculteurs ont perdu 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, la plupart des experts le disent, ces événements ne sont pas de simples caprices du temps. La planète tout entière se réchauffe et c'est un phénomène récent. Depuis la fin du Moyen Âge, vers 1400, la température moyenne de l'hémisphère nord a toujours varié dans une plage très étroite, moins d'1 demi-degré. Elle n'avait jamais franchi la barre des 14 degrés. Au 20e siècle, brusquement, le mercure se met à grimper. Il a gagné plus d'1 demi-degré depuis 100 ans. Et il devrait gagner 2 autres degrés, ou même 3 autres, d'ici 100 ans. Ça n'a l'air de rien, 2 degrés. Mais savez-vous la différence entre une époque glaciaire et maintenant? 15 degrés? 30? Non. 4 à 6 degrés, pas plus. Il suffit seulement de quelques degrés pour bouleverser le climat. Alors, que nous réserve l'avenir? On ne possède pas toutes les réponses, mais les prévisions sont inquiétantes. À tel point qu'à la conférence de Kyoto, les grandes puissances ont décidé de sabrer dans les gaz à effet de serre, ceux qui réchauffent la planète. Mais les politiciens ont peut-être oublié un autre joueur, beaucoup plus important qu'on ne le croyait, le Soleil. Soleil de feu ou soleil de minuit. Le soleil est toujours là, qui jette un regard bienveillant sur nos activités terrestres. Nous lui devons tout. Mais au-delà de son travail régulier, sans lequel il n'y aurait pas de vie sur Terre, le soleil mène une autre vie, beaucoup plus turbulente, dont les fluctuations ont un effet direct sur le climat de la planète. En fait, les sautes d'humeur du Soleil seraient responsables du tiers, sinon de la moitié du réchauffement observé sur la Terre depuis le début du 20e siècle. Cette constatation frappe comme un éclair dans un firmament sans nuages. C'est ici, à Boulder, au pied des Rocheuses, dans le Colorado, que s'effectue la recherche de pointe sur la double personnalité du Soleil. Sous un ciel clair et dégagé, NCAR, le National Center for Atmospheric Research, offre aux astrophysiciens et aux climatologues les meilleures conditions de travail. Les discussions intenses sont monnaie courante. C'est la qualité de cette recherche qui a attiré Paul Charbonneau au Colorado il y a 8 ans. Ce spécialiste des étoiles est convaincu qu'il y a une relation directe entre l'activité du Soleil
et le climat terrestre. Des effets comme l'influence solaire commencent à devenir de plus en plus intéressants et importants et sujets à recherche approfondie. Tout commence avec les taches sombres, ces zones de gaz refroidis à la surface du Soleil. D'ailleurs, cela fait longtemps que les savants sont intrigués par ces taches. En fait, depuis 1610, l'année où pour la première fois Galilée a pointé un télescope vers le ciel. En tenant des registres très complets sur ces taches solaires, les astronomes se rendent compte rapidement qu'en moyenne, leur quantité varie sur un cycle de 11 ans. Les 7 premières années, les taches se font peu nombreuses. Mais pendant les 4 dernières années de chaque cycle, elles se multiplient. Voici comment ces taches solaires se distribuent dans le temps depuis 1610. En parallèle, les savants tiennent des relevés tout aussi complets de la température dans les grandes capitales de l'Europe. Voici comment cette courbe de température se profile depuis 1600. Ces deux courbes allaient prendre toute leur importance au 19e siècle, grâce au chercheur anglais Walter Maunder. Par curiosité, il superpose les deux courbes. C'est le choc. Elles collent presque parfaitement l'une à l'autre. C'est encore plus révélateur quand on regarde attentivement la période allant de 1645 à 1715, où l'Europe a connu une intense vague de froid, appelée la Petite Glaciation. Cette période-là a été étudiée de façon très intense au niveau des données historiques. Il n'y avait vraiment pas de tache solaire à ce moment-là. Il n'y avait pas de taches solaires et en même temps, il faisait très froid. Mais depuis 100 ans, c'est le contraire qui arrive. Le nombre de taches solaires augmente, ainsi que la température. Donc, à première vue, il y aurait bien une relation entre le Soleil et le climat. Mais il faut attendre l'arrivée des instruments d'observation modernes, au début des années 70, pour en apporter la preuve. Alors, la lumière rentre là-dedans, elle est réfléchie, il y a un petit miroir à l'intérieur, et traverse ensuite l'axe optique de l'instrument. Cette boîte de métal est en fait un genre de stéthoscope qui permet de prendre le pouls du Soleil. D'autres appareils, comme les télescopes solaires et les satellites, le tiennent constamment à l'œil. Voici ce qu'ils nous révèlent. Notre Soleil est une fournaise dont la puissance défie l'imagination. L'énergie libérée en une seconde par le Soleil éclipse tout ce que l'humanité a produit, soit par bombe, soit par centrale hydroélectrique depuis le commencement des temps, puis par un très, très grand facteur. Le Soleil est en réalité une centrale nucléaire. Au cœur, là où les atomes se fusionnent, la température atteint les 15 millions de degrés. Les gaz, libérés par la fusion, s'échappent ensuite du centre. Ils prennent 1 million d'années pour parvenir près de la surface du Soleil, dans ce qu'on appelle la zone de convection. Les gaz changent alors de comportement et deviennent d'une extrême turbulence, comme de la vapeur qui s'échappe d'une bouilloire. Alors, la simulation qu'on a ici, on regarde simplement les mouvements turbulents. Alors, c'est une simulation qui vise à modéliser une petite fraction de la zone convective du Soleil. Alors, mais pourquoi attacher tant d'importance à cette turbulence? Parce que c'est elle qui crée le champ magnétique solaire. Plus la turbulence est intense, plus le champ magnétique est amplifié. Et plus le champ magnétique est amplifié, plus l'activité solaire est en hausse, avec son cortège de taches sombres et d'éruptions à la surface. Quand l'activité solaire est à la hausse, les conséquences sur le climat terrestre sont frappantes. Première conséquence. Comme l'indique l'augmentation du nombre de taches solaires depuis 1700, notre Soleil émet de plus en plus de lumière. De façon générale, dans les phases qu'on appelle d'activité maximale, quand il y a beaucoup de taches solaires, la luminosité du Soleil est un petit peu plus élevée qu'en phase minimale, où il y a très peu de taches solaires. Et qui dit luminosité dit chaleur. À la longue, cette hausse légère de la luminosité contribue au réchauffement climatique de la planète.
Deuxième conséquence, la quantité de rayons ultraviolets augmente parfois de 300% quand l'activité solaire est en hausse. Les ultraviolets, de façon générale, sont absorbés par l'atmosphère. Il en arrive très peu au sol. Il en arrive assez pour nous donner des coups de soleil de temps en temps, mais la grande majorité est absorbée dans la haute atmosphère. Alors, elle est absorbée par des molécules comme l'ozone ou d'autres molécules aussi qui vont être dissociées par le rayon ultraviolet, qui vont absorber l'ultraviolet, vont être dissociées, vont se reformer, vont en absorber d'autres, etc. Chaque fois qu'une molécule d'ozone se dissocie, elle dégage de l'énergie, donc de la chaleur, ce qui change la composition de l'atmosphère et crée des variations climatiques. Troisième conséquence d'une activité solaire à la hausse, le vent solaire devient plus intense et plus rapide. Le vent solaire est constitué de particules de matière qui s'échappent dans l'espace. Généralement, le champ magnétique terrestre nous en protège, comme le ferait un parapluie. Mais si les éruptions à la surface du Soleil se multiplient, tout change. Le vent solaire double et même triple d'intensité et de vitesse. Quand cela arrive, notre champ magnétique n'est pas assez puissant pour le bloquer. On pense que le vent solaire serait assez intense pour diminuer la formation des nuages à l'équateur. La raison pour laquelle le couvert nuageux est si important, c'est que, comme on le voit bien ici, le couvert nuageux tend à être distribué au niveau de la planète, je parle, puis de façon moyenne, beaucoup plus au niveau de l'équateur. En général, il y a plus de nuages près de l'équateur qu'il y en a à haute latitude. Alors, l'équateur est aussi la région qui absorbe la majorité de l'énergie solaire. Une simple diminution de 4 à 5 % du couvert nuageux à l'équateur peut faire une grande différence. Car c'est autant de chaleur qui se rend jusqu'à la surface de la planète au lieu d'être réfléchie dans l'espace. Luminosité, rayons ultraviolets, vent solaire. Pour l'instant, ce sont ces trois éléments que l'on tient pour responsables de la moitié du réchauffement de la planète observé depuis 100 ans. Mais le Soleil n'a pas encore livré tous ses secrets. Plus on essaie de comprendre les mécanismes qui, au niveau du Soleil, conduisent aux variations de flux ultraviolets, par exemple, plus il devient évident que des variations au niveau du Soleil peuvent conduire à des variations climatiques à long terme au niveau de l'atmosphère terrestre. Le caractère turbulent du Soleil n'a pas fini de surprendre. Quand on fait le plein d'essence, on réfléchit rarement au fait qu'on contribue au réchauffement de la planète. Pourtant, c'est bien le cas. Chaque fois qu'on brûle un combustible fossile, on rejette du CO2 dans l'atmosphère. Le Soleil n'est donc pas le seul responsable du réchauffement. Nous le sommes aussi, chacun d'entre nous. En somme, par nos activités comme le transport, le chauffage et l'agriculture, nous rejetons beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, beaucoup de méthane aussi, ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Cela fait plusieurs années que les experts sonnent l'alarme sur notre contribution au réchauffement de la planète. Mais aujourd'hui, les observations sont devenues tellement évidentes qu'on ne peut plus nier notre part de responsabilité. Depuis 10 ans surtout, la preuve repose sur deux éléments clés assez inattendus. Les bulles d'air qui se sont formées dans les calottes glaciaires. Tous les secrets du CO2, le principal gaz à effet de serre, y sont enfouis. Les foraminifères. Grâce à ces petits organismes marins, on peut connaître les climats d'autrefois, car ils sont d'excellents indicateurs de la température et de la salinité des océans. Parlons d'abord des bulles d'air. Ian Clark est un spécialiste des climats anciens. Comme tous les experts dans ce domaine, il s'intéresse à ces petites structures emprisonnées dans la glace. Elles permettent de vérifier comment, dans le passé, le CO2 a varié en fonction des grands changements climatiques, glaciation, période de réchauffement, etc. On voit bien les petites bulles d'air entrappées dans la glace. Et ce sont des archives de l'atmosphère dans le passé qui datent à 4500 ans.
Des archives de glace qui datent de milliers d'années. Seules les grandes calottes glaciaires, l'Antarctique, le Groenland et les îles canadiennes de l'Arctique peuvent fournir des archives aussi bien conservées. Ces calottes ont capté dans leur glace l'atmosphère telle qu'elle était au moment où elles se sont formées. Plus on creuse en profondeur, plus on remonte dans le temps. On est en train d'extraire ces bulles d'air. On ne s'intéresse pas à l'air comme tel, on s'intéresse à le CO2. Si on peut échantillonner ces atmosphères et retrouver les teneurs des gaz d'effet de serre, le CO2 et le méthane, on sera capable de voir comment ça change avec les changements climatiques. Ian Clark est tout particulièrement intéressé à l'analyse des échantillons recueillis dans l'Arctique canadien. Un travail qui exige une grande précision, car le CO2 est toujours présent en quantité infime dans l'atmosphère, quelques parties par million. C'est un petit anneau blanche ici, ça c'est notre échantillon de CO2. Ce CO2, c'est lui le grand coupable. Depuis une dizaine d'années, des millions d'échantillons d'atmosphère ont été analysés dans différents laboratoires. Aujourd'hui, pour les teneurs en CO2, on est donc en mesure de faire un long retour en arrière. So, there we go. Depuis 160 000 ans, le CO2 a varié souvent, mais jamais, jusqu'à tout récemment, il n'a dépassé une concentration supérieure à 300 parties par million. Si on superpose à cette courbe celle des variations de température, on voit qu'il y a concordance entre les deux. Quand le CO2 augmente, les températures font de même. Par contre, avec l'arrivée du 20e siècle, le CO2 augmente progressivement pour atteindre 370 parties par million. Du jamais vu. La concordance avec le réchauffement depuis 100 ans est hautement significative. Pourquoi? En fait, le CO2 a des propriétés physiques particulières. Chaque fois que nous en émettons, il s'accumule dans l'atmosphère à quelques 15 km d'altitude où il forme une couche de plus en plus dense. Cette couche agit comme les vitres d'une serre. Elle laisse passer les rayons du soleil qui viennent frapper la surface de la Terre. Quand elle réémet cette chaleur, sous forme d'infrarouge, ces rayons sont bloqués par la couche de CO2. Plus c'est dense, plus ça bloque. C'est ça l'effet de serre, qui contribue au réchauffement de notre planète. Ce CO2 peut provenir de processus naturels comme la respiration des plantes et des animaux ou de l'activité humaine. Le réchauffement qu'on voit actuellement n'est pas explicable par les processus naturels qu'on connaît maintenant. Et donc, on doit impliquer les combustibles fossiles, le CO2 de pétrole, dans cette équation. Pour moi, c'est inquiétant. Maintenant, on s'est rendu à 370 et on est bien en route à 400 et on va arriver sûrement à 600 ou 700. Ce sont des teneurs inconnues depuis des milliers d'années, avant l'ère humaine. Les scientifiques peuvent être plus précis encore. Ils peuvent déterminer l'origine même du CO2. Selon qu'il est produit par la respiration des organismes vivants ou par la combustion du pétrole, du charbon, le type de carbone qui entre dans la composition du CO2 n'est pas le même. L'un est plus lourd que l'autre, ce qui se mesure. Les résultats laissent peu de doute sur notre responsabilité. Pour Ian Clark, le surplus de CO2, c'est nous qui en sommes les grands responsables. Les grands scientifiques croient maintenant qu'au moins que la moitié de le réchauffement climatique qu'on voit actuellement, qu'on a mesuré, est dû à l'augmentation en CO2 et méthane. Au retour, Paris sous la neige. Notre planète se réchauffe, c'est indéniable. On peut même prévoir que cela va s'amplifier à mesure que les gaz à effet de serre vont s'accumuler dans l'atmosphère. Pour les Nordiques que nous sommes, cela peut paraître une bonne nouvelle. Malheureusement, en matière de climat, rien n'est aussi simple. Paris sous la neige. Adieu douceur de vivre aussi attrayante. Adieu petite terrasse, petit marché de rue en plein février. Ces images ne sont pas pure vision de l'esprit.
c'est le paradoxe européen. Si la planète se réchauffe, toute l'Europe occidentale risque un sérieux coup de froid. Ce scénario étonnant, lié au réchauffement global, repose sur l'une des grandes découvertes de la climatologie ces dernières années, le rôle déterminant des océans sur la stabilité du climat. Le phénomène bien particulier d'El Niño a d'ailleurs largement contribué à une meilleure compréhension du rôle des océans. L'océan constitue le grand réservoir de chaleur. L'eau est capable de capter une très grande quantité de chaleur et surtout est capable de le redistribuer. Tout le monde connaît le Gulf Stream, sait très bien que si les Irlandais, les Écossais, les Scandinaves bénéficient d'un climat relativement clément comparativement à ce que nous avons à la même latitude ici en Amérique du Nord, c'est grâce au Gulf Stream. Eh bien, un élément sur lequel il va falloir travailler, c'est comment l'océan va-t-il réagir à cette augmentation légère des températures? Comment le climat à la surface du globe va modifier les conditions dans l'océan et modifier éventuellement considérablement le mode de fonctionnement du système océanique, c'est-à-dire le mode de redistribution de la chaleur par la circulation océanique. On sait maintenant que l'océan Atlantique a une influence considérable sur notre climat, beaucoup plus qu'El Niño, car c'est dans l'Atlantique Nord que se produit le plus grand brassage de courants qui, par la suite, vont distribuer la chaleur partout autour du globe. Le point de départ de cette grande boucle océanique se situe dans l'Atlantique Nord, à proximité du Groenland. À cette latitude, l'eau très froide et très salée atteint une telle densité qu'elle se met à plonger jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Cette plongée, c'est le moteur de la grande boucle. Parvenue au fond de l'océan, cette eau très froide se dirige vers le sud Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique, où elle se réchauffe. Puis, elle remonte vers la surface pour revenir vers l'Atlantique, former le courant chaud du Gulf Stream. Situé à mi-chemin entre le Canada et la France, ce courant libère dans l'atmosphère une quantité considérable de chaleur. Les vents glacials venus du Canada et de l'Arctique s'y réchauffent et vont augmenter la température de l'Europe occidentale d'environ 5 à 10 degrés Celsius par rapport aux régions de même latitude en Amérique. La Grande Boucle met 1500 ans à faire le tour du globe. Ce long circuit possède toutefois un véritable talon d'Achille, la densité de l'eau. Or, réchauffement signifie fonte des glaces, apport d'eau douce, diminution de la salinité. Tout cela diminue la densité de l'eau. Sans sa densité exceptionnelle, à proximité du Groenland, l'eau ne peut plus plonger vers les profondeurs. Le moteur de la Grande Boucle risque d'arrêter, ce qui inquiète les chercheurs. Il suffit de quelques dixièmes de pour mille de changement de la densité dans les masses d'eau pour modifier le mode de circulation de l'océan. Et quelques degrés de température de différence peuvent amener de grandes conséquences en termes d'apport, par exemple, d'eau douce à partir de la fonte des calottes glaciaires, donc peuvent modifier quasi immédiatement la salinité dans l'Atlantique Nord. Et si l'on modifie la salinité dans les eaux de surface de l'Atlantique Nord, on peut affecter de façon extrêmement brutale l'ensemble de la circulation océanique. C'est ici qu'entre en jeu notre deuxième élément clé, le foraminifère. Pour Claude Hilaire-Marcel, c'est un petit animal incroyable. La composition du squelette de ces foraminifères est directement la fonction de la température et de la salinité dans les eaux dans lesquelles les organismes, les êtres vivants, à leur origine, ont vécu. Maintenant, ce que l'on demande à ces micro-organismes, c'est de nous donner une idée extrêmement précise sur les changements dans les courants océaniques, dans la salinité, dans la température des masses d'eau en surface et en profondeur. Les foraminifères représentent donc des archives irremplaçables. Encore faut-il aller chercher les squelettes là où ils s'accumulent après leur mort. Il faut donc rejoindre les sédiments marins au fond des océans. Certains forages, comme ceux-ci dans la mer du Labrador, se font à plus de 3000 mètres de profondeur. Les carottes, prélevées dans les sédiments marins, permettent de reconstituer plus de 100 000 ans d'histoire de la circulation océanique de l'Atlantique Nord. Le sédiment va être ouvert un petit peu comme on ouvrirait les pages d'un livre. Mais ici, c'est le livre d'histoire de l'océan et d'histoire du climat de la Terre. Le segment qui est ici représente à peu près 10 000 ans de l'histoire climatique de la mer du Labrador. Ce sont des événements qui sont très connus et qui se sont marqués par un changement
très brutal dans la structure de la circulation océanique. C'est-à-dire que si vous regardez attentivement, vous allez vous apercevoir que le changement est très brutal. C'est-à-dire que le passage d'un mode de circulation océanique, par exemple, à un autre, en l'occurrence, s'est effectué en quelques années, voire quelques dizaines d'années au maximum. Si l'on modifie les conditions de température et de salinité dans l'Atlantique Nord sous un effet de serre, il est fort probable que l'on court un risque de changement très important dans le mode de circulation océanique. Imaginons le pire, un arrêt complet du circuit. La chaleur ne serait plus distribuée de la même façon. Le climat serait bouleversé. Comment? Il est difficile, en l'absence d'une planète expérimentale, d'en prévoir l'impact précis. Seuls les modèles informatiques permettent de simuler les conséquences. Avec ses étudiants du département des sciences atmosphériques et océaniques de l'Université McGill, Charles Lynn teste toutes sortes de données. Les variations du niveau de la mer, l'effet des variations de pression sur la température dans l'Atlantique Nord, la formation des nuages, la répartition inégale de la chaleur. Le réchauffement n'est pas uniforme. Par exemple, les zones polaires réchauffent beaucoup plus par rapport au reste de la planète. Mais pour nous, simples terriens, le plus préoccupant reste les surprises climatiques, les événements extrêmes. Y en aura-t-il plus? Ça, c'est une question très importante et très difficile. Le défi est là que, par définition, les événements extrêmes sont rares. Si on change le moyen de température par un tout petit peu, par exemple 1 degré, 1,5 degré, peut-être ça ne semble pas beaucoup, mais pour les événements extrêmes, ça peut représenter un changement très, très important. Ça pourrait doubler la fréquence, par exemple, des événements extrêmes. De une tempête chaque 15 ans, par exemple, à 2 tempêtes chaque 15 ans. Donc, l'effet est magnifié quand on parle des événements extrêmes. Il faut avoir des modèles plus fiables, il faut avoir une banque de données plus large pour qu'on puisse être capable de tirer des statistiques qui sont fiables. Un événement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et basé sur ça, on pose des questions. Est-ce qu'on aura un tel événement l'année prochaine? C'est difficile. C'est difficile. Ils sont trop rares. Oui, ils sont trop rares. Même si notre système climatique n'a pas encore livré tous ses secrets, il y a un fort consensus au sein des experts. D'après le rapport de l'IPCC, un organisme qui regroupe les experts de 116 pays, les perspectives, si le réchauffement global se poursuit, sont plutôt sombres. Ils ont même défini le seuil critique de CO2, environ 700 parties par million, où le climat risque vraiment de basculer. C'est le double de la concentration actuelle, 370 parties par million. Si on continue de polluer comme on le fait maintenant, ce seuil serait atteint dans 100 ans. Cette augmentation de CO2 provoquerait un réchauffement de température de 2 degrés Celsius. Pour Jean Jouzel, à la fois pionnier de toutes ces recherches et membre du comité de rédaction des rapports de l'IPCC, c'est très inquiétant. En fait, si on regarde les prédictions du rapport, c'est 2 degrés, mais ça varie entre 1 et 3 degrés et demi. Donc 1 degré, on pense que ça pourrait être facile de s'adapter. 2 degrés, ça sera difficile. 3 degrés et demi, c'est vraiment quelque chose qui serait une catastrophe au niveau global. Là-dessus, tous les experts s'entendent. La catastrophe, c'est le climat qui change brusquement, devient incertain, imprévisible. On ne sait plus où tombera la neige, où frapperont les sécheresses, où viendront mourir les ouragans. Une vraie roulette russe. Le problème, à côté du réchauffement du climat, c'est le problème de la modification de la variabilité climatique qui peut aussi avoir des impacts importants sur notre vie de tous les jours. Disons, cette notion de variabilité et de surprise, qui sont les deux notions un peu nouvelles entre 90 et 95, ajoute au problème. Et ça, c'est tout à fait certain. Et les économistes, vous demandez à des gens qui sont très intéressés, comme les compagnies d'assurance, eh bien, ce qui les intéresse avant tout, c'est la variabilité climatique. Donc, et les conséquences économiques et sur la vie de tous les jours. Et voilà.
Variabilité, surprises climatiques, événements extrêmes seront sans aucun doute parmi les préoccupations majeures au 21e siècle. Nous venons de voir comment le mouvement des océans permet de recycler la chaleur autour de la planète. Mais les océans jouent aussi un autre rôle essentiel. Ils absorbent à leur surface la moitié du gaz carbonique que nous libérons dans l'atmosphère. Ce gaz carbonique se retrouve ensuite dans le plancton, les algues, ou encore entraîné au fond des océans par le mouvement de la Grande Boucle. Si ce mouvement devait cesser un jour, la capacité des océans de recycler le gaz carbonique en serait réduite. Résultat, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère pourrait alors devenir incontrôlable. Nous venons de le voir, le réchauffement de la planète peut bouleverser les climats de façon imprévisible. Cela peut même entraîner un important refroidissement en Europe, si la grande boucle de l'Atlantique Nord s'immobilise. Mais d'ici là, ce n'est pas en Europe qu'il fait froid, c'est ici, dans l'est du Canada. Depuis 1992, sur la côte est du Canada, les bateaux de pêche restent au port. Il n'y a plus de morues au large de Terre-Neuve. Une tragédie qui a fait des dizaines de milliers de chômeurs dans les maritimes et au Québec. Tragédie attribuable à la pêche excessive, mais aussi à un acteur oublié, le climat. La Terre ne s'est pas réchauffée de façon uniforme au cours des 30 dernières années. Ces couleurs plus foncées montrent que les territoires du Nord-Ouest et la Sibérie se sont réchauffés 4 fois plus que le reste de la planète. Or, le grand paradoxe, c'est qu'il y a aussi des endroits qui se sont refroidis en bleu. Et le pire refroidissement est survenu chez nous, dans le nord-est du Canada. L'eau est devenue trop froide pour la morue. Les stocks de poissons n'ont pas pu se régénérer. En même temps, le nord du Québec est devenu plus froid et surtout plus sec en hiver, au point que les réservoirs sont presque vides derrière les barrages d'Hydro-Québec. À cause de cette sécheresse, le Québec devra maintenant importer de l'électricité. La sécheresse pourrait d'ailleurs devenir un problème planétaire si on double le taux de CO2 dans l'atmosphère. En brun, les zones où le sol deviendrait 10% plus sec qu'à l'heure actuelle. Au Canada, les prairies pourraient devenir un désert, et cela laisserait beaucoup moins d'eau dans les Grands Lacs et dans le Saint-Laurent. Non, surface de terre marécageuse. À l'INRS, Michel Slivitsky estime que l'eau du fleuve baisserait d'1 mètre. Les années les plus sèches qu'on ait connues historiquement sur Saint-Laurent risquent de devenir à peu près des années normales. J'ai vu des documents d'archives où le lac Saint-Pierre était quasiment une vasière. Il y avait un petit chenet tout au milieu du lac. Le niveau était tellement bas. Et si on essaie de voir la navigation actuellement dans des conditions comme c'était en 1930 ou 60 et comme ça risque de se reproduire, je regrette qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux à fort tonnage qui risquent de remonter jusqu'au port de Montréal. Ils vont être obligés d'attendre ou d'aller ailleurs. Mais avant de déplacer le port de Montréal à Québec ou à Baltimore, ne pourrions-nous pas réduire les gaz à effet de serre? En 90, l'humanité produisait 6 milliards de tonnes de CO2, 1 tonne par être humain. La moitié de ce gaz, 3 milliards de tonnes, est recyclée dans la biomasse des océans. Ce qu'il faut éliminer, c'est l'autre moitié, celle qui reste dans l'atmosphère. À la conférence de Kyoto, l'an dernier, les pays riches ont trouvé cet objectif trop ambitieux. Au lieu de réduire les émissions de 3 milliards de tonnes, on va commencer par 1/3 de milliard. Et on se donne 10 ans pour y arriver. Des pays de l'Union européenne. Selon Stephen Guilbeault de Greenpeace, les Européens prennent cet engagement très au sérieux. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et quelques autres. Et ce qu'on voit, c'est que plusieurs de ces pays-là vont rencontrer leurs objectifs de Kyoto. Les grands méchants, et il faut le dire, les grands méchants dans ce dossier-là à l'échelle internationale, c'est le Canada, c'est les États-Unis qui essaient par toutes sortes de moyens d'éviter d'avoir à faire quoi que ce soit
sur ce dossier-là, notamment au niveau national. Un Canadien moyen, en 1990, produisait 20 tonnes de CO2, 4 fois plus qu'un Européen. Nous avions promis de baisser à 18 tonnes et 3/4 d'ici 2010. Mais jusqu'ici, au contraire, nous avons augmenté à 23 tonnes par personne. Et ce sera bientôt 24 si nos gouvernements donnent suite au projet de produire 1 million de barils de pétrole par jour à partir des sables bitumineux de l'Alberta. Le gouvernement canadien s'en va là-dedans tête baissée à coups de milliards. C'est très rétrograde parce que là, d'un côté, on dit, écoutez, il faut réduire les gaz à effet de serre. D'un autre côté, on donne des milliards de dollars à des compagnies pour qu'on développe du pétrole et en plus du pétrole très polluant. Mais ce pétrole, nos voitures en ont besoin. La mode est aux 6 cylindres, aux fourgonnettes, aux 4 roues motrices. Résultat, la voiture d'aujourd'hui brûle 13 % plus d'essence que celle de 1986 à kilométrage égal. Et avec le développement des banlieues, beaucoup de familles ont plusieurs voitures. Des voitures qui roulent plus qu'autrefois. Pourtant, nous serions capables de fabriquer des voitures moins gourmandes. Comme la Prius de Toyota. Elle consomme 3 fois moins d'essence qu'une automobile ordinaire. Une autre solution. Cette petite centrale thermique qui fournit 25 MW d'électricité, de quoi alimenter 16 000 maisons. Elle est en plein cœur de Montréal, à côté de l'ancienne carrière Miron, qui sert de dépotoir. Son combustible, c'est le méthane, qui se dégage des millions de tonnes de déchets en putréfaction. Un biogaz qu'on aspire dans des kilomètres de canalisation et qu'on vend à la centrale. Or, le même méthane qui se perdait dans l'atmosphère est aussi un gaz à effet de serre. Il est même 21 fois plus nocif que le CO2. Les dépotoirs du Canada sont donc un enjeu important, selon Martin Hérault de la Ville de Montréal. Présentement, ce qui est capté en termes de biogaz équivaut aux émissions d'environ 6 millions de véhicules automobiles. Et on pense qu'on pourrait arriver à doubler cette quantité de gaz-là. Bien sûr, ce biogaz ne remplacera jamais tout notre charbon, notre pétrole et notre gaz naturel. Mais si nous devons utiliser des combustibles fossiles, pourquoi ne pas choisir le plus propre, le gaz naturel? Il contient moins de carbone et produit donc peu de CO2. Le gaz naturel, ça émet beaucoup moins que le pétrole et le charbon. Et nous, ce qu'on dit, c'est que dans un premier temps, il faut cesser d'investir dans le charbon et dans le pétrole, qui sont les pires formes, et transférer ces investissements-là dans les énergies renouvelables, comme le solaire, comme l'éolien. Le Danemark produit déjà à peu près 6 % de son énergie par l'éolien, et on nous dit que d'ici 2030, ce qui est quand même pas si loin que ça, on va produire à peu près 50 % de notre énergie à partir de l'éolien. Et le Canada a un potentiel éolien beaucoup plus important que le Danemark. Abandonner le charbon et le pétrole, miser sur les énergies renouvelables, est-ce pensable? Pour le savoir, l'équipe de Richard Loulou à l'Université de Montréal a utilisé un modèle de simulation très sophistiqué. Ils ont défini la stratégie la moins coûteuse pour respecter nos engagements de Kyoto et même pour réduire ensuite nos émissions d'un autre 20 % d'ici 40 ans. Quant au prix à payer... Cette somme s'évalue, d'après nos modèles, si tout se passe très bien, à environ une centaine de dollars par citoyen nord-américain, chaque année. On peut comparer cela à une espèce d'assurance qu'on paierait. On paierait 100 dollars par capita chaque année pour éviter d'avoir des problèmes. C'est presque rien. Je ne dirais pas cela. Une famille de 4, c'est 400 dollars par an à perpétuité. C'est comparable à une assurance de voiture. 100 dollars par personne, c'est la moyenne de l'Amérique du Nord. Comme le coût change selon les régions, les Canadiens, eux, s'en tireraient à 25 dollars par année en moyenne. Et cela varie aussi d'une province à l'autre. Le Québec pourrait ressortir avec une facture totale à peu près
nul, les revenus égalant les investissements. À condition de miser sur l'hydroélectricité. À condition de miser sur l'hydroélectricité, non pas uniquement au Québec, mais pour l'exportation, évidemment. Et quels seraient les perdants au Canada, s'il y en a? Alors oui, il y a un perdant qui, a priori, perdant, puisque ça peut être rectifié par des transferts, ce serait l'Ontario. L'Ontario a une économie en croissance, mais n'a pas vraiment de ressources naturelles du type qui serait pauvre en gaz à effet de serre, en quelque sorte. Donc c'est un acheteur de gaz, un acheteur d'électricité et éventuellement un acheteur de permis de polluer. Donc il faudra payer pour tous ces achats. La facture de l'Ontarien moyen serait costaude. 400 $ par année, d'après les modèles informatiques. Par contre, elle baisserait de moitié si l'Ontario misait massivement sur le nucléaire. Un beau débat en perspective. Enfin, la grande surprise de ces scénarios, l'Alberta. Le gouvernement de Ralph Klein prétend que les accords de Kyoto mettront sa province en faillite. Or, c'est le contraire. Même en mettant de côté son charbon et ses projets pétroliers, elle deviendrait beaucoup plus riche. L'Alberta est un vendeur de gaz qui va voir son marché du gaz augmenter, ainsi que les prix du gaz. Donc, de ce côté-là, elle est gagnante. Le charbon, par contre, va régresser, devrait régresser pour atteindre la cible de Kyoto. Donc, il y a les deux effets, mais celui du gaz l'emporte largement dans nos analyses. Comme on peut le voir, les enjeux sont complexes et le débat politique ne fait que commencer. Et pourtant, le choix est mince. Ou bien nous avons le courage de changer maintenant notre économie et notre façon de vivre, ou bien c'est le climat qui va s'en charger. Et cela risque de faire encore plus mal. Les jeux de hasard dans les casinos, les loteries, les vidéoloteries sont de plus en plus populaires. Malheureusement, le nombre de joueurs pathologiques est aussi en augmentation. La semaine prochaine, à Découverte, nous nous pencherons sur ce phénomène. Les personnes qui aiment les sensations fortes seraient plus portées à développer un comportement de dépendance vis-à-vis du jeu. De plus, on croit que l'ivresse du jeu leur procure un moyen de compenser leur carence en dopamine, un neurotransmetteur à la base de la sensation de plaisir. Pour certains joueurs, le jeu servirait en quelque sorte d'antidépresseur. Mais ce ne sont là que des pistes de recherche. Et les suppléments de dopamine, ce n'est pas pour demain. Et dimanche prochain, nous vous ferons vivre aussi une aventure scientifique digne des grands explorateurs du passé. Au-delà du cercle arctique, en février, le Soleil fait une timide incursion qui va jour après jour gagner en vigueur et chasser la longue nuit polaire. Puis, en été, le Soleil éclaire 24 heures par jour, l'un des endroits les plus inhospitaliers du globe, un désert de glace. Et pourtant, cet été, le bout du monde a un étrange visiteur, le brise-glace Pierre Radisson. À son bord, une véritable armada de scientifiques. Un projet de recherche de 32 millions de $. Le but des chercheurs, étudier une oasis arctique. Un reportage que je vous invite à voir dimanche prochain à Découverte. D'ici là, passez une excellente semaine. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Cette semaine, dans Extra, la gazelle, sa rapidité, son combat pour survivre, son environnement. Depuis, ne manquez pas la nouvelle chronique Les grandes inventions, sans oublier votre cours d'informatique dans Extra, l'encyclopédie qui dit tout dans le magazine 7 jours.